Eh bien, bonjour et bienvenue pour ce webinaire consacré donc au document unique. Il va être animé donc par 3 personnes, donc en l'occurrence moi-même, Frédéric Moreau, qui suis intervenant en prévention des risques professionnels. Il y aura également Antoine Depréter qui m'assistera dans cette présentation et enfin nous aurons Thierry Vézier qui est le responsable, du pôle, qui sera plus dédié à répondre à vos questions et réponses. Voilà, donc il s'agit d'un webinaire consacré au document unique d'évaluation des risques professionnels, uniquement, dédié donc à la création de ce document unique d'évaluation des risques. Si vous avez des questions plus spécifiques sur le coronavirus, il y a eu un webinaire la semaine dernière dédié, pour lequel vous pouvez, aller voir sur le site internet du système tout ce qui s'y est dit et si vous avez quelques questions un petit peu plus dédiées, nous pourrons y répondre à la fin de ce webinaire malgré tout. Comme pour les fois précédentes, ce webinaire est enregistré, ce qui vous permettra d'ici quelques jours et avant la fin de la semaine de le revisionner si nécessaire sur le site internet du système. Il se déroulera donc en 4 étapes. La première, ce sera le document unique d'évaluation des risques professionnels en 8 points clés pour qu'on parle un petit peu tous le même langage. À la suite de cette présentation, je vous évoquerai les grandes étapes de la mise en place du document unique au sein de votre structure. Je vous présenterai également une trame d'évaluation et enfin, le quatrième temps sera plus consacré aux échanges et aux questions-réponses. Je vais laisser la main à Antoine Depréter qui va vous présenter le document unique en 8 points clés. Bonjour à tous. Donc, pour continuer à suite à Frédéric, donc nous allons voir le document unique en 8 points clés et nous allons passer du coup au premier point. Donc, le document unique est entré en vigueur depuis 2002. Il faut savoir qu'on en discutait déjà, on en parlait de l'évaluation des risques depuis 1991, mais c'est devenu obligatoire de transcrire ces résultats d'évaluation des risques dans un document qu'on appelle le document unique depuis 2002. Donc, ça fait déjà quelques années que cela existe. Pour continuer, il faut savoir que le document unique est obligatoire à partir du moment où vous avez au moins un salarié dans votre entreprise, quel que soit son statut, même si c'est par exemple un apprenti ou un membre de votre famille, ce document unique reste obligatoire. Au niveau du document unique, ce document unique est à mettre à jour tous les ans. Donc même si vous espériez peut-être avoir ce document une fois fait, d'être tranquille, malheureusement, il faudra le mettre à jour tous les ans, donc au moins tous les ans, ou sinon lors d'une modification importante dans les conditions de travail de votre entreprise. Par exemple, vous avez une activité de restauration, vous décidez de faire une activité d'hôtellerie en plus, ça va rajouter un certain nombre de risques supplémentaires. Dans ces cas-là, le document unique il sera à mettre à jour au moment de lancer cette nouvelle activité. Ça peut être également lors d'une information supplémentaire, par exemple un accident du travail au sein de votre entreprise qui n'aurait pas été pris en compte dans le document unique, qui aura amené un nouveau risque, qui du coup fera une mise à jour supplémentaire également. Il faut savoir que ce document unique il peut être mis à jour moins souvent, à part pour toutes les entreprises qui comporteraient moins de 11 salariés. C'est issu de la loi de simplification administrative donc, de 2012. Dans les grandes lignes, pour faire très simple, par contre, ça nécessite d'avoir un niveau de sécurité équivalent. Souvent, derrière, il faudra envoyer votre document unique à l'inspection du travail qui va pouvoir le regarder et qui a de grandes chances qu'il vienne ensuite dans vos locaux pour vérifier tout simplement si ce document unique correspond bien à ce que vous avez mis en place sur le terrain. À notre connaissance, on est voir personne ne l'a utilisé cette possibilité. N'hésitez pas à nous en faire part par la suite si l'un d'entre vous l'a déjà fait ou le fera par la suite. Au niveau du document unique, il n'y a pas de modèle non plus réglementaire. On entend par là, c'est qu'il n'y a pas un formulaire type du type CERFA, par exemple, ou un autre document de ce type administratif déjà prévu par la réglementation. Du coup, pourquoi? Parce que ce document il doit être adapté à chaque entreprise. L'avantage pour le licitateur, c'est que comme vous êtes plein d'entreprises différentes comme aujourd'hui, tous ceux qui sont connectés à ce webinaire, nous avons des activités différentes, vous êtes un nombre de salariés différents aussi, vous n'allez pas faire tous le même document unique.
Du coup, par contre, l'inconvénient, c'est que vous partez d'une page blanche, qui n'est pas toujours évident de commencer un document unique quand on ne sait pas trop ce qu'on doit mettre dedans. C'est pour ça que Frédéric, tout à l'heure, vous présentera une trame que nous vous proposons au niveau du système, ce qui vous permettra de pouvoir avoir une base de départ pour pouvoir faire votre document unique. Par contre, on insiste un tout petit peu, c'est que ce document, il faut vous l'approprier, c'est pour vous faire votre document unique, encore une fois. Donc, il ne faut pas hésiter à le modifier, il vous sera transmis sous format Word, donc vous pourrez l'adapter, le modifier à votre sauce, j'ai envie de dire, pour pouvoir l'adapter, encore une fois, à votre organisation, vos contraintes de votre entreprise et vos risques. Ce qui est important également derrière, ça va être de pourquoi faire ce document unique finalement. La plupart des entreprises en général que l'on voit dans les ateliers documents uniques habituels sont plutôt présents pour être en conformité. C'est un document qui est obligatoire, qui est imposé par la réglementation. Mais ce n'est pas seulement. Il y a aussi d'autres intérêts à faire ce document unique. Vous allez consacrer un certain temps, donc tant qu'à faire, j'ai envie de dire, autant en profiter pour aller plus loin et pas faire juste une conformité réglementaire, mais optimiser ce temps pour apporter des choses positives en plus à votre entreprise. Donc, dans le document unique, on va devoir déjà identifier les risques. On va y revenir un petit peu après quand on vous présentera la trame. Mais en gros, l'idée, ça va être d'identifier tous les risques de l'entreprise auxquels sont soumis vos salariés. Derrière, vous ne pourrez pas automatiquement traiter tous ces risques de façon rapide, entre guillemets, pour des contraintes, que ce soit financières, organisationnelles ou humaines. Donc, vous allez devoir hiérarchiser des priorités. C'est pour ça qu'on fait l'évaluation des risques, ce qui va permettre de dire tel risque est plus important que tel autre, ce qui va permettre de dire on va plutôt traiter celui qui est le plus important en priorité, tout simplement. Derrière, une fois que vous avez hiérarchisé ces priorités, identifié ces risques, il va falloir les traiter. Donc, il va falloir agir en prévention, mettre en place des actions de prévention pour traiter ces risques. Le but du jeu étant bien évidemment d'éviter qu'un accident, par exemple, survienne ou une maladie professionnelle en découle de ces risques. Derrière, vous pouvez également sensibiliser votre personnel. Comment? Tout simplement, c'est qu'au niveau des entreprises, généralement, vous avez fait des accueils sécurité ou en tout cas, vous accueillez un certain nombre de salariés. Du coup, vos salariés, quand ils arrivent, vous leur présentez les différentes activités, les différentes tâches qu'ils doivent réaliser. Vous pouvez vous appuyer sur votre document unique pour reprendre les différentes tâches que vous leur demandez de réaliser. Dans le document, vous aurez noté également les moyens de prévention que vous aurez mis en place, soit sous forme de consignes ou de matériel. Et du coup, ça vous assurera de ne pas oublier un élément ou un autre. En passant, pour information, le document unique n'est pas à mettre à disposition, à disposition des salariés, n'est pas obligatoirement à leur remettre, mais vous avez la possibilité de le faire. Ce qui est obligatoire, c'est au niveau de l'affichage obligatoire, de préciser où on peut trouver ce document unique. Et pour terminer, les derniers objectifs seront de pérenniser l'activité et d'être performant. Ce n'est pas forcément les objectifs qu'on pense en premier quand on parle d'une contrainte réglementaire. Simplement, il faut voir aussi aller plus loin, c'est que la prévention, ça peut vous faire gagner de l'argent à long terme. Pourquoi? Simplement, c'est que, imaginons que vous ayez un accident, un incendie dans une entreprise, ça va coûter énormément d'argent, voire potentiellement, ça peut faire fermer l'entreprise. Donc, si vous anticipez tous ces risques, vous allez peut-être pouvoir les éviter ou au minimum réduire la gravité de ces accidents ou de ces incidents. Donc, ça va permettre de pouvoir faire durer dans l'activité. L'autre point positif, c'est qu'une entreprise où vous allez mettre en place de la prévention régulièrement, on va prendre l'exemple d'une menuiserie qui va investir dans des nouvelles machines de façon régulière, qui va équiper par exemple de systèmes d'aspiration sur ces différentes machines, au fur et à mesure dans le temps, on est bien d'accord. Une fois que la personne arrivera à la fin de son activité, voudra céder cette activité, lui permettre d'avoir une entreprise qui est rentable, intéressante dans la vente, et une entreprise qui n'aura pas investi aura plus de difficultés à céder son activité, tout simplement. Un autre point positif, c'est qu'au niveau des entreprises, des salariés, pardon, les salariés, s'ils travaillent dans des conditions de travail qui sont plutôt agréables, on ne parle pas non plus, on n'est pas en vacances, mais on est au travail, mais néanmoins, on peut être dans des conditions qui restent intéressantes et agréables, ce qui va permettre que le salarié va être plus performant, plus productif, on peut utiliser ce terme également, ce qui va permettre du coup d'avoir une meilleure productivité au niveau de l'entreprise, que les salariés seront plus productifs encore une fois. Il y a également vos salariés, vous pourrez les fidéliser, tout simplement parce que dans l'entreprise, ils se sentiront bien, ils auront tendance à rester dans l'entreprise et pas chercher à aller ailleurs parce qu'ils connaissent les conditions dans lesquelles ils ont dans leur entreprise. Il ne faut pas se leurrer, les différents salariés d'une même activité, de différentes entreprises peuvent échanger et du coup, ils parlent de leurs conditions de travail en façon générale. On est bien d'accord que le salaire est un élément important pour tous les salariés, mais ce n'est pas le seul critère qui va être pris en compte aujourd'hui par beaucoup de salariés. Pour enchaîner justement par rapport à cette partie, il y a également ce qu'on appelle les risques psychosociaux. Donc, ces risques, pour information, sont à mettre également dans votre document unique, votre DUERP.
Pourquoi? Simplement, dans le Code du travail, c'est précisé que l'employeur est responsable de la santé physique et mentale des salariés. C'est un sujet, on est bien d'accord, qui est plus complexe. Quand on parle des risques psychosociaux, donc psycho, c'est tout ce qui est lié au cerveau, au bien-être, j'ai envie de dire, et tout ce qui est social, c'est tout ce qui est relation avec son environnement. Là, dans le document unique, on précise bien, on va parler que des risques qui sont liés au travail. On ne va pas parler des soucis qu'on pourra avoir à la maison. On est d'accord que les salariés, quand ils arrivent chez vous au travail, ils ne vont pas oublier leurs soucis de la maison. Néanmoins, ce n'est pas une obligation réglementaire de pouvoir les inclure dans le document unique. Vous, en tant qu'employeur, avec votre bienveillance, vous allez pouvoir essayer d'aider vos salariés quand cela est possible, mais ce n'est pas une obligation réglementaire, encore une fois, par rapport au document unique. Pour enchaîner, on va arriver sur une question, donc où est le danger? Donc là, on ne va pas vous demander de répondre, que ce soit par le système de questions-réponses ou autre, juste de réfléchir de votre côté tant que je vous pose la question. Donc l'idée, c'est essayer de voir où est le danger parmi les 4 propositions. Nous avons donc chute de hauteur, le travail en hauteur, l'utilisation d'une friteuse et la brûlure. L'idée ici sur cette question, c'est de distinguer 2 termes qu'on va appeler le danger et le risque. Généralement, dans le langage courant, ce sont 2 termes qu'on a tendance à mélanger, à voir comme des synonymes, alors que d'un point de vue de la langue française, mais également de la réglementation, c'est pour ça qu'on en parle, ce sont 2 termes différents avec 2 définitions différentes. L'un, finalement, est la conséquence de l'autre. Là, dans notre question, ce sont les réponses en bleu, donc le travail en hauteur et l'utilisation d'une friteuse, qui sont des dangers. C'est-à-dire que le fait de faire du travail en hauteur peut impliquer un risque de chute de hauteur. Le fait d'utiliser une friteuse, donc situation de travail, va impliquer un risque de brûlure, donc le risque qui en découle. J'insiste pas trop sur cette notion, tout simplement ce qu'on verra dans la trame tout à l'heure. Ce sont deux notions qui sont déjà explicitées, les colonnes sont déjà pré-remplies pour vous faciliter justement la constitution de votre document unique. On vous l'explique malgré tout, est-ce que vous pouvez la possibilité de rajouter des lignes supplémentaires, ce qui vous permet d'avoir déjà ces notions en tête. Nous allons passer maintenant à la méthode d'évaluation. Donc, nous, on l'a basé sur 2 critères, la gravité et la probabilité. Au niveau de la gravité, on a mis 4 niveaux, donc minime à très grave. Donc minime, pour faire très simple, c'est le pansement qu'on va mettre suite à une petite coupure, par exemple. Pour faire très simple, c'est des 2. C'est une gravité où on n'aura pas besoin d'appeler les services de secours le 15 ou le 18. Ensuite, on va avoir peu grave, grave, jusqu'à très grave. Très grave, c'est les accidents, malheureusement, avec une incapacité permanente, voire le pire cas, le décès, qu'on ne vous souhaite pas, bien évidemment. Et au niveau, on a 2 niveaux intermédiaires, peu grave et grave. Je ne préciserai pas de façon exacte ce que l'on peut mettre dans ces 2 termes, tout simplement pour vous donner la possibilité d'adapter la méthode aussi à votre propre structure. Pour faire très simple, peu grave, on peut avoir quelques jours d'arrêt, et très grave, davantage de jours d'arrêt. Au niveau de la probabilité, même système, 4 niveaux, improbable jusqu'à très probable en passant par peu probable et probable. Donc improbable, c'est quelque chose qui va arriver une fois dans l'année, voire si on ne l'avait pas mis dans notre trame de document unique, vous n'auriez peut-être pas pensé. Jusqu'à très probable, c'est quelque chose qu'on peut faire tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Et avec peu probable et probable, vous avez 2 niveaux intermédiaires, par exemple une fois par semaine, une fois par mois. Encore une fois, on vous laisse la liberté de l'adapter, encore une fois, à votre contrainte, votre organisation. Derrière, on va recouper les deux facteurs dans un tableau à double entrée. D'un côté, la gravité, de l'autre côté, la probabilité. Et on obtient 5 niveaux de risque, de très faible à très important, passant par faible, moyen et important. Si on prend un exemple, vous prenez grave avec quelque chose de peu probable, on va arriver à la couleur jaune, donc au milieu, qui va correspondre du coup à un risque moyen. On verra tout à l'heure comment on le remplit dans le tableau, mais de base, on va écrire simplement le résultat risque moyen dans le tableau. On va prendre en compte également les actions de prévention qu'on a mis en place, qui vont du coup avoir un impact sur la gravité et ou la probabilité selon l'action que vous aurez mis en place tout simplement. Pour vous aider un peu mieux à appréhender comment on va évaluer le risque, ce n'est pas toujours simple quand on ne connaît pas trop ce système-là, on vous propose 2 situations. Alors, on va vous lancer une vidéo. Du coup, sur la vidéo, on va avoir une situation de travail et derrière, on va vous demander de réfléchir un petit peu à quel niveau de risque vous allez pouvoir mettre. Encore une fois, on va vous laisser réfléchir tranquillement chez vous derrière votre ordinateur. On ne vous demandera pas de mettre les réponses, que ce soit dans les questions-réponses ou autres. Je vous lance la vidéo. Si elle veut bien. Tac. Hop. Voilà.
Donc, on vous laisse regarder tranquillement la vidéo et voir un petit peu quel niveau de risque pour vous, vous auriez mis. Donc, la vidéo va tourner une deuxième fois en théorie. Ah, un petit problème technique qui fait que ça ne tourne pas, voilà. Donc là, on voit une personne qui est en train de couper un morceau de bois sur une petite scie circulaire fixe. Donc globalement, le niveau de risque qu'on peut avoir généralement, ça va être plutôt des niveaux assez élevés, que ce soit important, voire très important. Ce sont les résultats qu'on a généralement dans les ateliers DU quand on met cette diapo. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est souvent, on voit une forte gravité. On se dit que si la personne met le doigt là où il ne faut pas, parce que c'est quand même une situation très dangereuse de ce qu'elle est en train de faire, on va avoir une gravité importante, ce qui fait que du coup, on aura tendance à se couper et du coup à se blesser de façon assez grave. Ce qui fait qu'on aura tendance à mettre des niveaux importants. Là, dans l'occurrence, il aurait pu porter des gants, même si ça n'aurait pas été suffisant en cas de coupure. On aurait pu aussi avoir peut-être pousser le morceau de bois avec un système pour éviter d'avoir les mains à proximité, des systèmes pour protéger la lame, par exemple, qui auraient pu permettre de réduire aussi la gravité en cas d'accident et même plutôt la probabilité qu'il arrive un accident, tout simplement. On va passer à la deuxième diapo, à la deuxième situation. Donc là, le même principe sur la vidéo. Je vous laisse tranquillement regarder la vidéo et toujours réfléchir de votre côté quel niveau de risque vous auriez mis entre très faible, faible, moyen, important ou très important par rapport à la situation que vous voyez sur la vidéo. Donc là, on voit une personne qui est en train de monter. On peut voir ses chaussures notamment. Généralement, c'est une des remarques que l'on a généralement. C'est le fait qu'il ne porte pas, par exemple, de chaussures de sécurité. On va mettre la vidéo un peu plus loin. Je vous remette. Donc là, généralement, on va avoir des réponses beaucoup plus variées. On peut avoir du très faible comme du très important. Tout dépend après de la façon qu'on va évaluer cette situation. La grosse différence avec la situation précédente, c'est finalement, en fonction de son point de vue, on aura tendance à avoir des points de vue différents, que ce soit en termes de gravité, mais également de probabilité. Simplement, l'idée de montrer cette situation, c'est de montrer que finalement, il ne faut pas hésiter aussi à recueillir un certain nombre d'informations, parce que là, vous en manquez avec juste la vidéo. C'est difficile de l'évaluer, parce qu'on manque d'informations. Par exemple, on ne sait pas à quelle hauteur il travaille. Est-ce qu'il monte très très haut ou est-ce qu'il est seulement à 2-3 marches du sol? Par rapport aux rayonnages qui sont derrière, on imagine qu'il a les pieds à peu près à 1 mètre du sol, mais on ne peut pas en être sûr. Ensuite, on ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Est-ce qu'il est en train de regarder un rayonnage pour faire un inventaire, ce qui fait qu'il a juste une étiquette à regarder, c'est une activité entre guillemets plus simple, ou est-ce qu'il est en train de monter un carton qui pèse un certain poids? On n'a pas trop cette information. On ne sait pas non plus s'il le fait une fois dans l'année, s'il le fait plusieurs fois par jour, si c'est un escabeau, si c'est une échelle, on peut avoir quelques doutes sur le matériel, est-ce qu'il est en bon état ou autre. On n'a pas l'ensemble des informations. Donc là, c'est important de pouvoir aller recueillir les informations sur le terrain, de ne pas remplir votre document unique depuis votre bureau, par exemple, mais d'aller sur le terrain pour recueillir les informations. Pas hésiter à interroger vos salariés. Alors, sur les petites structures, vous connaissez très bien les tâches qui sont réalisées dans la mesure où vous faites les mêmes. Par contre, sur les structures parfois plus grandes, vous connaissez peut-être un peu moins les tâches réalisées. Il y a des fois des différences entre le travail que vous avez prescrit et le travail réel, ce qui fait que du coup, vous pouvez avoir des différences. Du coup, il est intéressant de aussi associer vos salariés dans l'évaluation, ne pas hésiter aussi à leur demander leur avis, leur demander s'il y a des risques auxquels ils auraient pensé, que vous n'auriez pas pensé aussi. Ce n'est pas toujours évident, on est d'accord, d'associer l'ensemble des salariés selon vos structures, selon le temps que vous pouvez consacrer. Après, ça peut être des choses aussi qu'on peut revenir par la suite, dans le temps, quand vous faites la mise à jour au bout d'un an, par exemple. Pour terminer sur l'évaluation, on va avoir deux niveaux de risque. Si vous hésitez entre deux niveaux de risque très proches, par exemple faible et moyen, ne passez pas des heures à réfléchir en disant est-ce que je mets plutôt faible, est-ce que je mets plutôt moyen. Mettez un niveau de risque, par exemple faible, et puis au bout d'un an, vous reprenez un petit peu l'historique. Est-ce qu'il y a eu des incidents, des accidents? Est-ce que la situation était finalement plus à risque que vous auriez cru? Imaginons qu'il y a eu quelques accidents sans gravité automatiquement, mais disons finalement c'est peut-être un peu plus grave que ce que je pensais. Vous le montez d'un niveau. Ou inversement, au bout d'un an, vous dites finalement il n'y a pas eu d'accident, il n'y a pas eu de souci particulier, je le descends d'un niveau. Ça, après, il n'y a aucun problème. Il faut se dire aussi que le document unique, comme on l'a dit peut-être tout à l'heure, par rapport à la mise à jour, comme on en fait une tous les ans, vous allez pouvoir le peaufiner, l'améliorer au fur et à mesure. La première année, vous n'irez pas dans tous les détails, vous n'aurez peut-être pas tout évalué.
Par contre, au fur et à mesure du temps, vous allez améliorer, je dirais, ce document unique, vous irez un peu plus loin. Le but premier, d'avant tout, d'identifier les risques principaux de votre entreprise. Je dirais que même sans utiliser ce tableau-là, il y a de grandes chances que dans la plupart de vos structures, vous connaissez les risques principaux auxquels sont soumis vous-même et vos salariés. C'est pareil, derrière, il faut que vous retrouviez ces risques plutôt dans les niveaux plus importants. La méthode de cotation, c'est pour ça aussi qu'on laisse une certaine liberté, c'est que ça faut néanmoins qu'elle corresponde bien à la réalité. Si par exemple vous avez une activité de travail en hauteur, par exemple couvreur, ça semble logique que le travail en hauteur soit parmi les risques qui pourraient être les plus élevés. Si par contre il sort très faible et que le travail administratif, par exemple, de la personne qui fait tout ce qui est les factures et autres, sort en moyen, ça peut nous sembler pas très logique. Donc c'est aussi que le tableau corresponde bien derrière à vos résultats. On pourra y revenir si vous avez d'autres questions par rapport à tout ça. Je vais redonner la main du coup à Frédéric pour pouvoir continuer du coup sur la présentation. Donc voilà, maintenant qu'on parle tous le même langage, on va pouvoir passer aux choses sérieuses et commencer à réaliser notre document unique d'évaluation des risques. Pour ce faire, on va identifier 6 grandes étapes. La première étape, hop, ça va être pour votre entreprise de définir des unités de travail. Une unité de travail, elle peut être soit géographique. Si je prends une concession automobile, par exemple, d'un point de vue géographique, vous allez avoir la surface de vente. Vous allez avoir souvent une partie mécanique, peut-être une partie carrosserie, une partie comptabilité, partie secrétariat. Donc là, je suis en unité géographique. Soit vous pouvez répartir votre établissement en fonction des métiers. Donc vous avez le carrossier, le mécanicien, le secrétaire. Soit je vais faire un mixte des 2 et souvent dans les entreprises, c'est plutôt ce qui est préconisé. Carrosserie, mécanique, surface de vente, ce sont 3 activités différentes, donc on aura 3 unités différentes. Par contre, au niveau de l'administratif, peu importe le métier, généralement les risques sont comparables. Donc à partir du moment où les risques sont comparables, vous pouvez, faire une seule unité de travail. Ce qu'il faut vous assurer, c'est que tous vos salariés intègrent une ou une autre unité de travail. Il faut laisser personne sur la touche, vraiment tout le monde doit être intégré dans le document unique et également toutes les parties de l'entreprise auxquelles les salariés pardon, sont susceptibles de pénétrer, notamment les locaux techniques, le parking. Tout ça, ça fait partie d'un établissement, donc il faut l'intégrer dans une unité de travail. Une fois que vous avez défini vos unités de travail, vous allez raisonner pour chaque unité de travail. Donc le travail que vous allez faire, vous allez être obligé de le répéter autant de fois que vous avez d'unités de travail derrière. D'où l'importance de bien définir ces unités au départ. Ensuite, vous allez identifier donc, pour tous les salariés les sources de danger auxquelles ils sont susceptibles d'être exposés, soit de façon permanente, soit de façon occasionnelle. De façon permanente, c'est assez simple. Tout ce qui est occasionnel, c'est pas forcément évident. Et la première année, obligatoirement, vous aurez des petits loupés, parce qu'il y aura des choses auxquelles vous n'avez pas pensé, d'où l'importance de la mise à jour. Ensuite, vous allez déterminer les risques associés à ces dangers. Comme vous l'avez vu avec Antoine tout à l'heure, quand on a le danger, le risque, on l'a tout de suite, c'est pas trop dérangeant. Une fois que j'ai identifié mes risques, je vais les évaluer. Pour les évaluer, je reprends en compte les 3 critères, enfin les 2 critères que vous avez évoqués tout à l'heure, Antoine, donc la probabilité, la gravité, éventuellement le niveau de maîtrise, vous pouvez le séparer, ou nous, on a fait le choix dans un souci de simplification de l'intégrer directement dans ces 2 critères. J'évalue mes risques pour en extraire mes priorités. Une fois que j'ai évalué mes risques, je n'oublie pas d'intégrer la pénibilité, puisqu'aujourd'hui la pénibilité doit être annexée au document unique. Je reviendrai tout à l'heure, je vous proposerai la trame. Et enfin, la dernière étape pour réaliser votre document unique d'évaluation, c'est d'y associer un plan d'action. Le document unique n'est pas uniquement une évaluation, c'est également le plan d'action associé qui va permettre de réduire les risques à plus long terme. L'objectif étant de faire la cartographie à l'instant T de votre établissement et d'améliorer les choses par priorité. Donc vraiment ne pas oublier cette dernière étape qui manque trop souvent dans les documents uniques d'évaluation des risques. C'est vraiment important de mettre en place un plan d'action.
Le plan d'action, je ne vais pas forcément trop revenir dessus aujourd'hui, mais ça ne sert à rien de faire 50 actions derrière. C'est de cibler ces actions pour vraiment améliorer les choses et que dans un an, on ne soit pas obligé de tout refaire. Alors, du coup, hop, depuis tout à l'heure, on vous promet une trame. On va vous la présenter. Donc, cette trame, c'est une trame spécifique au niveau du système. Donc, vous pouvez très bien, vous, en avoir d'autres en interne. Hop. Voilà, donc là, normalement, vous devez voir la trame que nous avons créée au niveau du système, qui reprend en haut le petit onglet que vous a présenté tout à l'heure Antoine pour se rappeler de la gravité et de la probabilité pour le niveau de risque final. Vous avez des onglets bleus, des petites lignes bleues, ça se réfère à des catégories de risques et de sources de danger. Et ensuite, on a identifié pour chacune des catégories de danger un certain nombre de dangers et les risques associés. Si je prends par exemple la circulation des piétons, est-ce que je suis confronté dans mon établissement à de la circulation des piétons? Si on l'a mis en premier, c'est qu'on sait très bien que c'est oui pour tout le monde. Forcément, il y a une activité en présentiel, donc il va y avoir de la circulation des piétons. Donc je vais lire mes petites lignes qui sont en dessous. Est-ce que j'ai une zone commune piéton-véhicule au niveau de mon établissement? Oui. Si je suis concerné, je mets une croix pour montrer que je suis concerné. Je vais dans mes commentaires expliquer comment je suis concerné. Mes explications, alors les beaux mots, les belles phrases, on s'en fiche, c'est vraiment les idées qui sont importantes. Dans mes explications, je vais toujours avoir en tête qu'il va falloir que je quantifie mon risque. Donc, dans mes explications, je vais essayer de mettre en place des éléments qui vont me permettre de jouer sur la gravité ou la probabilité, ce qui va me permettre de comprendre pourquoi derrière je mets un niveau de risque plutôt de l'ordre du faible, plutôt de l'ordre de l'important. Donc, par exemple, sur la circulation des piétons, je pourrais très bien mettre que j'ai un parking parking qui est matérialisé. J'ai peu de passages, sauf lors de l'embauche et de la débauche. Du coup, à partir du moment où j'ai mis ces commentaires-là, j'ai peu de passages, j'ai un parking qui est matérialisé, qui est sécurisé. Du coup, mon risque, a priori, je pourrais le mettre, en faible. Il s'agit d'une notion d'interprétation. Le faible, même si derrière j'ai ma probabilité, quelle est la probabilité de me faire heurter par un véhicule a priori plutôt peu probable, voire improbable, et ma gravité, je suis sur du a priori sur un parking pas forcément très grave. Surtout s'il est éclairé, j'aurais pu le mettre également dans les commentaires que j'ai un éclairage et que j'ai un trottoir, par exemple sur mon parking. Je valide tout ce que j'ai en ma possession. Alors Frédéric, je me permets de t'interrompre puisqu'on a des questions sur le document unique et notamment on en a une sur comment prévoir les risques concernant les déplacements risques routiers. Est-ce qu'éventuellement tu pourrais nous remplir la deuxième partie de la trame sur les déplacements pour donner justement quelques exemples et quelques conseils pour l'évaluation des risques routiers? Alors, pas de souci, on va regarder sur la partie déplacement. Donc, c'est le même principe. Est-ce que dans mon unité de travail, je vais faire des déplacements routiers? Oui ou non? Si c'est oui, je mets la croix. Je vois qu'en dessous, j'ai des lignes non grasses. Donc, on a essayé d'identifier pour vous tout plein d'éléments qui vont vous permettre de quantifier le risque final. Donc, j'ai la destination. Est-ce que je fais des grands déplacements? Ça va me permettre d'intégrer tout ce qui est notion de fatigue des conducteurs. Est-ce que j'ai des contraintes horaires importantes? Est-ce que je dois rouler de nuit? Est-ce que toutes ces choses-là, je vais le retrouver dans ma catégorie déplacement. Également dans les commentaires, je pourrais lister tout ce que je préconise à mes conducteurs. Favoriser les autoroutes, faire des pauses toutes les 2 heures. J'ai des véhicules qui sont en leasing, qui sont remplacés tous les 3 ans. J'ai plutôt des berlines, plutôt des citadines. Donc,
tous ces éléments-là qui vont vous permettre de quantifier le risque, vous le mettez dans vos commentaires. Et également, par rapport au risque routier, ce qui va être intéressant, c'est le nombre de kilomètres annuels. Essayez de quantifier autant que possible pour derrière pouvoir avoir un niveau de risque. Si je fais 300 kilomètres à l'année, c'est pas du tout la même chose qu'une personne qui va en faire 50 000 kilomètres. Si j'ai, sans citer de marque, une 2 chevaux ou une grosse berline allemande, le risque routier, a priori, ne sera pas tout à fait le même. Donc là, vous avez plein d'items, donc il va falloir tout relier au fur et à mesure. Donc le dossier, on vous le fournira à la fin du webinaire, enfin, d'ici quelques heures ou quelques jours. Vous le remplissez par unité de travail et vous voyez que de temps en temps, j'ai des petites lignes orange. Les lignes orange, elles sont là pour attirer votre attention. Attention, c'est un facteur de pénibilité. Facteur de pénibilité lié à la réforme des retraites, ça veut dire que je ne peux pas mettre n'importe quoi dans ces cases-là. Donc je vous encourage à aller directement en dernière page. Et en dernière page, vous verrez que vous avez les facteurs de pénibilité. Donc si je prends le bruit, si dans mon atelier, j'ai des bruits, mais qu'ils sont inférieurs à 81 décibels, je suis exposé au bruit, mais en dessous des seuils. Par conséquent, je le retrouverai dans mon document unique, mais je ne le retrouverai pas en risque important ou très important. Sinon, je n'aurai pas la même chose entre la pénibilité, la réglementation pénibilité et le document unique, ce qui n'est pas possible. Si par contre vous êtes exposé à des seuils de bruit supérieurs à 81 décibels, plus de 600 heures par an, c'est-à-dire plus d'un tiers temps, vous êtes exposé ici, au-dessus des seuils. Ça veut dire que je le retrouve dans ma pénibilité et donc je suis obligé de le mettre en niveau de risque important ou très important. Attention, là j'ai pris l'exemple du bruit, c'est le bruit à l'oreille. Si vous portez des protections individuelles suffisamment efficaces pour réduire le bruit en deçà de 81 décibels, vous n'êtes plus exposé au-dessus des seuils. Donc là, c'est une trame, je ne vais pas toute vous la développer aujourd'hui, mais on reprend tous les items habituellement retrouvés. Il y a d'autres trames qu'on a développées. Hop. Si je veux, donc j'ai une trame un peu plus spécifique pour tout ce qui est tertiaire, tout ce qui est personnel administratif, où là, je vais beaucoup plus m'intéresser sur tout ce qui est contraintes visuelles, poste de travail, position de l'écran informatique, plus les risques qu'on a habituellement dans le tertiaire, les déplacements, voilà. Et j'ai une troisième trame à vous montrer, qui est une trame un petit peu d'actualité qui, je l'espère, sera que temporaire. C'est une trame qui a été présentée la semaine dernière, qui est un additif au document unique pour pouvoir intégrer le coronavirus et toutes les conséquences en termes de risque professionnel du coronavirus, que ce soit les gestes barrières ou que ce soit les modifications d'organisation. Donc là, on a été un petit peu plus loin sur cette trame-là, parce qu'on a des exemples de prévention. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur la trame. Si je reviens à la... Oui, du coup, je t'interromps également. On a quelques questions. On était sur le risque routier tout à l'heure, on va continuer. J'ai deux questions. Comment faire pour des véhicules qui ne sont pas des véhicules de service? Donc, je suppose que par là, il faut entendre des véhicules personnels des salariés. Et puis, on aura également, doit-on vérifier régulièrement les véhicules des salariés? Donc, si tu peux y répondre. Alors, l'employeur doit déjà demander une copie du permis de conduire de temps en temps, tous les 6 mois par exemple, pour s'assurer que la personne ait son permis de conduire. Concernant le véhicule personnel, c'est un véhicule personnel, comme son nom l'indique. Donc l'employeur peut faire des préconisations, des recommandations, mais ça s'arrêtera là sur le véhicule personnel. Après, peut se poser la question, en fonction du nombre de déplacements et du type de déplacement, est-ce qu'il y a un intérêt de mettre un véhicule de service, voire de fonction, mais c'est encore un autre débat, à disposition de certains de ses collaborateurs. Alors, si je reviens sur mon évaluation des risques, une fois que j'ai rempli mes différentes unités de travail,
je dois absolument créer derrière un plan d'action associé à mon document unique. Mon plan d'action associé au document unique, je vais le traiter donc uniquement sur certains risques. Ça ne sert à rien de vouloir tout traiter, sinon vous risquez de survoler et au final de repartir l'année prochaine sur un document unique qui sera identique à celui de l'année en cours. Donc je vais cibler des grands items. Mes principaux risques sont par exemple les risques routiers et le risque incendie. Je vais en cibler 2-3, pas forcément plus par année. Et par contre, ces risques-là, je vais essayer de les traiter de A à Z. Donc c'est vraiment de les traiter, mais pas juste avec une action. C'est de les traiter avec un ensemble d'actions selon les principes généraux de prévention. Les principes généraux de prévention sont 9 grands principes édictés dans le Code du travail qui régissent un petit peu la sécurité aujourd'hui. Si pour le risque incendie, je mets en place des extincteurs, c'est très bien, mais c'est pas suffisant. Est-ce que je peux supprimer mon risque incendie? Bah, mon risque incendie, le supprimer, non. Par contre, je vais peut-être pouvoir me poser la question, est-ce que j'ai des risques spécifiques d'incendie? Si j'ai des bouteilles d'acétone juste en dessous d'un poste de soudure, c'est peut-être pas la meilleure idée qu'on ait eue. Donc déjà, je vais organiser mon poste de travail. Ce sera bien plus efficace que de mettre en place des extincteurs. Donc vraiment penser sur les principes généraux de prévention. Est-ce que je peux supprimer le risque? Si je ne peux pas, est-ce que je peux utiliser ce qu'on va appeler le vase clos, donc sans intervention humaine? Si je ne peux pas, est-ce que je vais pouvoir utiliser des protections collectives? Si ce n'est pas suffisant ou si je ne peux pas, je passe aux protections individuelles. Il faut vraiment que la protection individuelle soit le dernier recours. Alors que quand on réfléchit, souvent on pense équipement de protection individuelle directement. C'est vraiment pas la bonne logique qu'il faut avoir dans le cadre d'un plan d'action de prévention. Et tout ce qui est information, formation ensuite. Vos actions de prévention, elles peuvent être de 3 ordres: organisationnel, technique ou humain. Si je reprends le coronavirus, qui est très d'actualité, organisationnel, ça va être tout ce qui est changement d'horaire, par exemple. J'ai des plages horaires beaucoup plus amples pour pouvoir travailler sur site. Je mets en place des roulements d'équipe. Je favorise le télétravail. Des mesures techniques. Mesures techniques, je mets en place des plexiglas. Je mets en place des équipements de distanciation physique avec des marquages au sol. Et ça va être humain, tout ce qui est gestes barrières, tout ce qui est port du masque, par exemple. Donc vraiment, n'oubliez pas, dans votre évaluation des risques, le plan d'action. J'insiste un petit peu dessus, mais trop souvent, on ne les voit pas. Du coup, maintenant que vous avez normalement vos bases pour pouvoir commencer à remplir votre évaluation des risques et à terme, votre document unique, les trames que je vous ai présentées, tout comme le support, vous seront fournis via les adresses mail que vous avez utilisées pour vous connecter à ce webinaire. Par ailleurs, si vous avez des difficultés quand vous commencez à renseigner vos évaluations des risques, si vous voulez vous rassurer derrière et nous l'envoyer, il n'y a pas de souci, vous pouvez contacter vos équipes santé-travail et on vous répondra dans les meilleurs délais pour soit vous accompagner un petit peu plus loin si nécessaire, soit vous aider dans la réalisation de votre plan d'action, ou tout simplement pour jeter un petit coup d'œil sur ce que vous avez fait pour être sûr que vous êtes sur de bonnes bases. Donc maintenant, on va passer aux questions-réponses. N'hésitez pas à utiliser l'onglet questions-réponses Q et R que vous avez en bas de votre écran normalement si vous avez des questions. Alors du coup, effectivement, on avait eu quelques questions qu'on n'a pas eu le temps de traiter pendant la présentation. Et il y avait notamment une question à savoir si le document unique devait servir uniquement dans l'enceinte de la société ou également sur les chantiers. Et je propose à Antoine de répondre à cette question. Oui, alors du coup, je pense comme tout à l'heure on a parlé Frédéric, quand il parlait des unités de travail, ça va dépendre de comment vous définissez une unité de travail. On va prendre en compte tous les risques auxquels sont soumis vos salariés, tant que c'est dans le cadre de leur travail. Même qu'ils ne sont pas sur votre site, vous donnez l'exemple des chantiers, il va bien évidemment falloir évaluer les risques sur le chantier également. Ce qui peut arriver, c'est d'avoir une unité de travail spécifique atelier, par exemple, et une unité spécifique pour les chantiers, ce qui vous permet de distinguer les deux situations. Et dans ces cas-là, le document unique va bien être pour ces deux situations, que ce soit dans la société ou sur le chantier. As-tu une autre question, Thierry? Alors, oui, on avait une autre question également au niveau des postes administratifs. Comment identifier les risques liés à la vision et à l'utilisation des écrans?
Donc là, peut-être tu pourrais nous représenter, nous reparler de la trame administrative. Ou pas. Est-ce que tu peux nous la remettre, Frédéric, peut-être en visuel? Simplement, donc, au niveau des risques liés à la vision, donc on va l'avoir plutôt dans la partie administrative, la deuxième trame qu'a montré Frédéric. On va tout simplement avoir, on va regarder le temps d'exposition des salariés. Est-ce qu'ils vont utiliser un écran? Donc là, on voit sur le niveau de la partie de contraintes visuelles notamment. Est-ce qu'ils vont utiliser un écran pendant quelques heures? Est-ce que c'est juste quelques minutes? Par exemple, en production, des personnes vont aller taper, rentrer quelques chiffres pour faire le suivi d'activité, par exemple. Par contre, il y a aussi des personnes, un poste par exemple de comptabilité. On va utiliser son ordinateur par exemple toute la journée. Donc là, on sera exposé de façon plus importante. Donc ça serait intéressant dans les commentaires de préciser le temps d'exposition. Mais également, comme c'est noté au niveau des documents, il y a des zones de reflet, les zones d'éblouissement, l'éclairage qu'on va prendre en compte. Selon les conditions, vous allez mettre un niveau de risque différent. Bien évidemment, on va encourager de faire des pauses, de ne pas faire 8 heures d'affilée derrière son écran pour pouvoir reposer justement ses yeux. C'est bien connu que si on reste à regarder un écran, on a tendance à peu cligner des yeux, on a tendance à les assécher. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir faire d'autres tâches. Alors, c'est pas obligatoirement, on peut faire des pauses, on peut aussi aller au photocopieur, ce qui oblige les personnes à se déplacer et ne plus regarder l'écran. Donc, un bienfait double, je dirais double bienfait positif. Ils vont se déplacer, ne pas rester assis non plus des heures d'affilée. Et également, ils vont ne pas rester derrière leur écran. C'est un exemple d'action de prévention. Ce n'est pas automatiquement le seul, bien évidemment. Il y a également les pauses, par exemple, qu'on peut avoir. Après, aujourd'hui, avec tous les types d'écrans qu'on a, ça sera surtout faire attention, je dirais, aux reflets. Équiper les fenêtres de rideaux, de volets, par exemple, pour éviter ce reflet qui pourrait être vraiment très gênant dans ce genre d'activité. Alors, Antoine, je te laisse la parole. On avait une question également de Jonathan qui nous demandait comment définir la gravité. Si tu peux revenir éventuellement sur la définition gravité de probabilité. Oui, pas de souci. Au niveau de la gravité, donc tout à l'heure, c'est vrai je ne vais pas rentrer peut-être trop dans le détail, on va souvent regarder quelle est en cas d'accident, quelle gravité on peut avoir suite à cette situation. On est bien d'accord que ce n'est pas toujours simple à évaluer, mais on va prendre le cas le plus commun. Je vais prendre un exemple. On va rentrer dans une pièce, on peut avoir, si on tombe, on peut se dire, la plupart du temps, on va se relever, ça ne va pas être très grave. Au pire, on sera peut-être un petit peu mal, mais rien de bien grave. Après, on peut imaginer la pire situation en tombant, on se cogne la tête au coin de la table, on s'ouvre le crâne et entre guillemets, on se vide de son sang tranquillement. On peut aller jusqu'à décès, bien évidemment. On est bien d'accord que cette situation, même si elle n'est pas totalement improbable, est quand même très peu probable. On aura tendance à plutôt évaluer ce risque plutôt comme quelque chose de plutôt entre guillemets, peu grave, voire grave au pire des cas. On va plutôt rester sur un niveau assez bas. On va vraiment prendre en compte cette probabilité. Est-ce qu'on peut avoir un accident et quel type d'accident on va avoir? Derrière, on va également regarder, pour s'aider un petit peu, s'il y a déjà eu des accidents dans l'entreprise dans ce type de situation. Si c'est le cas, on peut se dire que la gravité est peut-être un peu plus importante et la probabilité aussi, bien évidemment. On pourra voir aussi dans ce genre d'accident quelle a été la gravité. Ça permet aussi de pouvoir peut-être l'évaluer et pouvoir le noter du coup dans le document. Encore une fois, vous mettez un premier niveau, on pourra le revoir au fur et à mesure des mises à jour, on pourra l'affiner encore une fois avec le temps aussi. On est bien d'accord que ce n'est pas toujours simple, néanmoins, il faut mettre un niveau de risque pour pouvoir commencer à voir. Encore une fois, dans vos différents risques, enfin vos différentes entreprises, vous connaissez les risques principaux, c'est ceux-là qui devraient ressortir à la fin, qui devraient avoir les niveaux de risque les plus importants. Vas-y, Thierry. Alors, je vais reprendre la parole une seconde. Alors, vous êtes plusieurs à nous poser la question, à savoir si on a des trames spécifiques pour telle ou telle activité, comme les établissements hospitaliers, pour les associations sportives ou pour les cabinets juridiques. Alors non, on n'a pas de trame spécifique. Comme répondu précédemment, vous pouvez tout à fait utiliser la trame générale et l'adapter en fonction de vos besoins. Normalement, la trame générale est assez complète et vous permet d'englober une bonne partie des risques. Elle est non exhaustive, donc vous pouvez tout à fait la compléter. Mais normalement, elle vous permet. On a également une trame un peu plus simple pour les activités tertiaires qu'on vous enverra également à l'issue du webinaire. Alors, une question pour Frédéric également. Quel est le risque encouru si l'on n'a pas de document unique ou qu'il est mal rempli? Alors, déjà, si vous n'avez pas de document unique, le risque, c'est l'amende en cas de visite de l'inspection du travail. En l'occurrence, une amende de 1 500 €. C'est lié à la catégorie de la contravention, si vous n'avez pas de document unique. Ensuite, s'il est mal rempli, tout dépend comment il est mal rempli. Si ce sont des risques principaux que vous avez oubliés de façon volontaire, c'est pas forcément très bon. Maintenant des risques secondaires que vous avez oubliés parce que les premières années, malgré la meilleure attention que vous pourrez y porter,
il y aura peut-être des oublis, il n'y aura pas de conséquences. Vraiment, par contre, les risques principaux, mettez-les. Le risque que vous avez s'il est mal rempli, c'est qu'on vous demande de le refaire. Alors quand je dis «on», en l'occurrence, c'est l'inspection du travail. Clairement, c'est l'inspection du travail qui a la main sur tout ce qui est, sanction dans le cadre du document unique, puisque c'est une émanation du code du travail. Merci Frédéric. Antoine, cette fois-ci pour toi, est-ce que tu peux nous préciser comment ça se passe pour les entreprises extérieures, les entreprises sous-traitantes? Oui, dans ces cas-là, on ne va pas parler de document unique, souvent on va plutôt faire un plan de prévention. Donc, il y a l'obligation en fonction de certaines catégories, mais normalement, par exemple, si vous faites plus de 400 heures de travail de cette intervention dans votre entreprise, ou pour certains risques, je dirais, dits dangereux. Donc, globalement, le travail en hauteur, etc., on va retrouver un certain nombre de choses. Le plus simple, c'est que pour vous, si vous avez un doute, remplissez un document qu'on va appeler le plan de prévention. En quoi ça va consister? Généralement, c'est les deux employeurs ou leurs représentants vont se rencontrer sur le site où ils vont intervenir. Ils vont voir ensemble quels risques vont être, entre guillemets, à quels risques vont être soumis les différents salariés, que ce soit ceux de l'entreprise extérieure, mais également les vôtres dus à la coactivité. Vous allez remplir ce document, noter quelles consignes il faudra respecter. Est-ce qu'il y a un balisage de la zone qui fait qu'elle n'est accessible qu'aux entreprises extérieures? Ou est-ce qu'il va y avoir une coactivité des deux? Selon les interventions réalisées, ça sera à vous de le définir selon les risques et le niveau de prévention que vous voulez mettre en place. Également en fonction bien évidemment de l'activité. Si c'est une intervention, par exemple, d'une personne de l'informatique, il n'y aura peut-être pas nécessité de faire un balisage. Si par contre, c'est une entreprise d'électricité qui intervient sur votre armoire électrique, bien évidemment, là, le risque ne sera pas le même. Dans ces cas-là, il y aura peut-être plus de protection à mettre en place. On va du coup le verbaliser dans un document qu'on appelle le plan de prévention. Si vous le souhaitez, on a entre guillemets, une trame de ce type de document qu'on peut vous transmettre. Au niveau du document unique, après, rien ne vous empêche de vous appuyer sur le document unique pour reprendre les risques dans le secteur dans lequel ils vont intervenir cette entreprise extérieure pour identifier les risques auxquels ils pourraient être soumis de fait de votre propre activité. Une autre question, Thierry. Alors, oui, alors je vais reprendre la main. On avait une question qui nous était parvenue sur les conversations par rapport au compteur Linky et aux bornes Wi-Fi sur les notions d'éloignement. Quelle était la distance réglementaire? Alors, je n'ai pas connaissance de distance d'éloignement réglementaire. Maintenant, effectivement, on conseille les bornes Wi-Fi, normalement, n'ont pas des émissions de champs électromagnétiques particulièrement puissantes, de l'ordre d'1 mètre, 1,50 m. Et après, principe de précaution, plus vous pouvez éloigner la borne du poste de travail, mieux c'est, et éviter effectivement tout ce qui est répartiteur de Wi-Fi ou tout ce qui est émanation de champs électromagnétiques, que ce soit situé au niveau de la tête. Donc, le plus loin possible en fonction de ce que vous pouvez faire, et s'il doit y avoir une borne, qu'elle ne soit pas située à proximité de la tête, puisque c'est effectivement le cerveau qui va être le plus exposé. Alors, j'ai une question également auquel je vais répondre en direct. On avait le document unique doit-il être validé par un président pour une association? Oui, effectivement, le président dans une association, c'est lui qui est responsable du document unique. Donc, effectivement, il doit le valider, au moins qu'il y ait un directeur général, effectivement, qui peut avoir une délégation pour valider ce document unique. Question pour Frédéric également. Nous avons plusieurs établissements avec des unités de production ou un pôle R&D. Donc, devons-nous distinguer les risques par établissement ou faire un document unique général en identifiant l'ensemble de ces risques? Donc, en fait, ce qu'on comprend de la question, c'est que vous avez plusieurs sites dans lesquels on va retrouver sur chaque site des labos R&D ou des unités de prod. Est-ce qu'on doit refaire un document unique par atelier ou est-ce que vous pouvez le faire de manière globale? Alors, je vais faire une réponse un petit peu de Normand sur cette question-là, tout simplement parce que ça va dépendre de l'entité juridique des établissements. Si ce sont des établissements distincts, on aura un document unique par établissement. Donc ce sera en partie du copier-coller, puisque le contenu variera peu, sauf sur tout ce qui est structure bâtimentaire et organisation à l'intérieur des locaux, notamment risque incendie, risque électrique, s'il y a des escaliers ou pas. Donc si ce sont des établissements différents, on aura un document unique par établissement différent. Si par contre vous avez un seul établissement mais avec des sites différents, comme ça peut être le cas au niveau du système où on a une seule entité juridique, mais par contre plusieurs établissements, vous pouvez vous contenter d'un seul document unique avec les risques de tous les métiers que vous avez, donc R&D, dans vos sites. Par contre, il faudra absolument intégrer à un moment ou à un autre les spécificités bâtimentaires. Donc spécificité du site A, spécificité du site B, puisque obligatoirement, vous n'allez pas avoir sur
2 sites différents, les mêmes effectifs, les mêmes guides fils, serre-fils pour tout ce qui est risque incendie. Vous n'aurez pas les mêmes structures au niveau des bâtiments, puisque peut-être que dans certaines structures, vous serez propriétaire, dans d'autres, vous serez locataire. Il y aura des marches, il n'y aura pas de marches, il y aura des accès handicapés plus ou moins présents. Donc, toutes ces spécificités-là, de toute façon, il faudra les renseigner dans le document unique. Donc, c'est vraiment l'entité juridique qui va faire que vous allez faire un document unique par établissement. Mais si vous avez plusieurs sites pour une seule entité juridique, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire un seul document unique. Alors là, il y a moins de questions qui nous arrivent. On va vous laisser quelques minutes si vous souhaitez poser d'autres questions. Sinon, on a répondu quasiment à l'ensemble des questions. On avait de nouveau une question d'Amélie pour les associations, si on avait des trames spécifiques. Donc, comme répondu tout à l'heure, non, on n'a pas de trame spécifique pour chaque activité. Par contre, vous pouvez utiliser notre trame générale et l'adapter en fonction de nos besoins ou en fonction de la nature de votre association et utiliser notre trame activité tertiaire qui est simplifiée et allégée, qui peut correspondre à vos besoins. L'ensemble, il n'y a aucune de nos trames qui est exhaustive, donc vous pouvez tout à fait compléter en fonction des éléments que vous rencontrez ou trouver éventuellement par branche professionnelle ou syndicat professionnel des exemples de trames. Comme on vous l'a dit, il n'y a pas une trame unique, malgré le nom document unique. Donc, vous pouvez utiliser d'autres documents. Nous, on vous met à disposition les outils du système, mais vous êtes libre d'en utiliser d'autres s'ils sont, par exemple, particulièrement adaptés à votre activité. Hop. Alors, Antoine, on a une question de David pour les risques chimiques. Oui. Du coup, donc, sur les risques chimiques, on a une trame par contre elle spécifique. On a même des collègues au niveau IPRP qui, eux, sont spécialisés en chimie, qui peuvent vous aider dans l'évaluation du risque chimique. Donc là, on va prendre en compte les différents produits chimiques que vous utilisez. Il faudra avoir les FDS, donc les fiches de données de sécurité de ces produits. Pour faire simple, c'est comme l'étiquette, mais en plus complet. On va retrouver la composition, les différentes EPI à utiliser, les différentes précautions à avoir en termes de stockage également, etc. On va retrouver un certain nombre d'informations. Ce sont pour information des documents qui sont fournis normalement par votre fournisseur de produits chimiques. Normalement, ils devraient vous l'envoyer de façon automatique, mais c'est rarement fait. Souvent, il faut leur demander. Ça peut aussi passer parfois par Internet sur certains sites spécialisés. Donc, encore une fois, au niveau du document unique, vous avez une possibilité. Donc, il y a une trame dans la trame générale, il y a un paragraphe sur le risque chimique qui peut suffire pour bon nombre d'entreprises. Si votre activité est vraiment très poussée dans la chimie, il y aura peut-être besoin de faire une trame plus spécifique que celle-ci également nous avons. N'hésitez pas à nous la réclamer par la suite. On a une autre question après Thierry. Oui, alors on a une question qui vient de nous arriver. On vient d'emménager dans des nouveaux locaux dans lesquels il y a 3 sociétés en open space. Comment évaluer les risques dans les locaux communs, cuisine, salle technique et salle de réunion? Et je propose de passer la parole à Frédéric. Eh bien, comme si c'était votre entreprise, tout simplement. Ça fait partie des locaux que vous utilisez, même si vous ne les utilisez pas entièrement. Donc, à savoir comment vos salariés les utilisent, quelles sont les règles d'utilisation. Est-ce que vous êtes locataire ou propriétaire derrière, c'est vous qui mettez en sous-location vos bâtiments pour tout ce qui est gestion du risque incendie. Par contre, tous ces risques-là, que vous soyez seule entreprise ou pas, il n'y a pas de souci, vous les gérez exactement de la même manière que si c'était vos risques. Vous les retrouverez donc de la même manière dans les 3 documents uniques, ceux des 2 autres structures de l'open space et la vôtre. Alors, une question concernant le Covid et le télétravail pour Antoine. Doit-on évaluer les risques ou faire évaluer les risques chez les collaborateurs qui sont en télétravail? Alors, dans le cadre du télétravail, qu'on soit Covid ou pas d'ailleurs, parce que le télétravail peut exister également en dehors de cette période un peu particulière, même s'il y a beaucoup d'entreprises qui sont mises à faire du télétravail, par la force des choses notamment. Normalement, il faut évaluer les risques. Néanmoins, votre salarié est en train de faire une activité dans le cadre du travail, il est en train de travailler. Du coup, il faut évaluer les risques. Par contre, ça reste dans son domicile, donc vous n'allez pas être intrusif. Souvent, ça va être précisé dans l'accord de départ quand vous faites le télétravail, qu'on met en place, pardon. Ce télétravail, on va définir un minimum de choses. Néanmoins, vous n'allez pas pouvoir aller vous rendre sur son domicile pour vérifier si, par exemple, il est bien installé ou autre. Ça dépendra bien évidemment de son propre installation.
Je vous encourage, pour avoir peut-être un peu plus de détails sur ce point, à regarder le webinaire spécial justement au Covid qui a été diffusé la semaine dernière, que vous pouvez retrouver sur le site internet où on détaille un peu plus cette partie-là sur le télétravail. Merci Antoine. Alors, on a une question. Doit-on faire un questionnaire pour les salariés afin de vérifier que l'on n'a pas oublié de prendre en compte des risques? Alors, à mon sens, pas besoin de faire un questionnaire. Vous pouvez par contre simplement les associer à la réalisation de votre document unique, ce qui vous permettra en fait en direct de voir avec eux quels sont les risques, s'ils valident avec vous à la fois les niveaux de risque et puis surtout, le plus intéressant, les actions de prévention à mettre en œuvre. N'oubliez pas que les salariés vont pouvoir vous faire des remontées de terrain et valider souvent assez rapidement les inconvénients ou les avantages de telle ou telle solution. Si vous êtes dans une entreprise de taille un peu plus importante, n'oubliez pas d'associer également le CSE à cette réflexion. Alors, une question pour Frédéric également. Dans quelle mesure et dans quelles conditions peut-on solliciter les services de Sistel sur le volet document unique? Alors, vous, dans la mesure du possible, essayez de commencer votre document unique seul par rapport aux trames qu'on va vous envoyer, aux différentes trames qu'on va vous envoyer, pour s'il y a des difficultés, que vous puissiez appréhender au mieux ces difficultés et vous poser les questions. S'il y a des difficultés, n'hésitez pas à appeler le système, soit par mail, soit par téléphone, soit dans un second temps par déplacement, on pourra vous guider dans la réalisation de l'évaluation des risques. Mais vraiment, commencez seul parce que l'objectif, c'est que vous soyez autonome dans votre document unique, puisque c'est un document qui est à la charge de l'employeur. Ce n'est pas au système ou à une entreprise extérieure de le faire. Donc vraiment, essayez par vous-même de faire votre document unique. Soit vous l'avez finalisé, vous voulez une validation, alors validation entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de validation officielle, mais une relecture par le système, vous nous l'envoyez. Si vous avez des difficultés, vous pouvez très bien nous appeler. Appelez vos équipes santé-travail et on vous répondra. Et si vous avez c'est une plus grosse structure, vous voulez qu'on anime des groupes pour des groupes de travail de mise en place de documents uniques, on peut également vous aider dans cette démarche. S'il n'y a pas de souci dans la partie évaluation et vous avez des difficultés, vous voulez avoir un regard un petit peu extérieur pour tout ce qui est plan d'action, c'est pareil, on peut se déplacer si nécessaire dans vos établissements pour vous guider dans la mise en place de ce plan d'action. Ce sont des prestations qui sont comprises dans vos cotisations annuelles au niveau du système. Il n'y a pas de surcoût particulier. Voilà, donc pour le moment, pas de nouvelles questions. On vous laisse quelques secondes si vous souhaitez encore nous interpeller sur l'un ou l'autre point. Pour rappel, hein, ce webinaire a été enregistré et vous retrouverez l'intégralité des échanges en vidéo sur notre site internet. Et pour l'ensemble des participants, on va vous envoyer toutes les trames qui ont été présentées ainsi qu'une synthèse des questions-réponses. Ah, alors, une question. Je cherche un organisme pour les visites médicales de mes salariés. Comment cela se passe avec vous? Effectivement, si vous avez une entreprise avec des salariés et que vous faites partie du régime général, vous devez adhérer en fait au système. Donc là, on vous invite à nous recontacter ou à recontacter notre standard pour leur demander en fait un dossier d'adhésion. Voilà, vous pourrez après faire l'ensemble des démarches ad hoc. Du coup, nous n'avons plus d'autres questions. Je vous propose donc de mettre fin au webinaire. Et puis si par la suite, de toute façon, vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous renvoyer en passant par vos équipes santé-travail ou en appelant directement le standard, il n'y a aucun souci. On vous remercie de votre participation et on espère avoir répondu à toutes vos questions et on vous envoie les différents documents assez rapidement. Merci, au revoir. Au revoir à tous.
et au revoir.